Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de Blabla Basket. C'est déjà le cinquième et aujourd'hui, bon, comme il n'y a pas spécialement eu de blessés dans le haut niveau en basket, on va approfondir une des pathologies qu'on a déjà traitées. Donc, c'est la rupture du ligament croisé et on va un petit peu approfondir une particularité de cette lésion qui est, enfin d'ailleurs, c'est une conséquence de cette lésion, ça va être l'arthrogenic muscle inhibition qu'on a émis dans le milieu quand on est fatigué de tout dire. Et ça concerne notamment le quadriceps et un petit peu aussi le gastrocnémien médial, donc au niveau du mollet, à la suite de l'opération du ligament croisé. Donc on va un petit peu définir ce que c'est de manière un petit peu grossière. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail avec les supports des études. Et ensuite, on va regarder un petit peu quel impact l'opération va avoir au niveau du cerveau, de la représentation du niveau du genou au niveau du cerveau et comment on peut venir lutter contre cette AMI qui reste, comment dire, un obstacle important dans la rééducation du croisé. Donc d'abord, pour parler brièvement de l'AMI, ça va être une difficulté, voire une incapacité à recruter une partie du quadriceps, notamment le vas médial, à la suite de l'opération. Donc on a un patient qui sort de l'opération, on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a récupéré les amplitudes, notamment en extension pour éviter les flexomes. Et au moment du renforcement, lorsqu'on lui demande de contracter ce quadriceps ou dans les exos qui sollicitent le quadriceps, il a du mal à ressentir, on a du mal à avoir une activation de ce vas médial au niveau du quadriceps. Et donc c'est ça, cette fameuse inhibition. Donc l'idée c'est de réussir à lutter contre cette inhibition puisqu'elle va ralentir le processus d'hypertrophie. On va avoir du mal à regagner le volume musculaire, on va avoir du mal à regagner les niveaux de force au niveau du genou. Et derrière, du coup, ça peut entraîner d'autres pathologies, d'autres problèmes qui peuvent survenir à la suite de la rééducation. Julien, on est prêt? I'm ready, steady, go. Ok. Donc, juste pour faire un bref rappel sur l'anatomie, donc le ligament croisé, donc là, c'est celui qui ressort un petit peu en vert là, donc au niveau du genou. On a l'avant du genou ici, donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Là, il devrait y avoir une rotule. On l'a supprimé pour faire ressortir un petit peu ce ligament croisé. Donc, on voit qu'il part ici de l'avant et qu'il est légèrement externe. Donc, il va légèrement vers l'extérieur du genou lorsqu'il va vers la partie postérieure, vers l'arrière. Donc, il est vers l'arrière et l'extérieur. Le quadriceps, si je le rajoute pour voir un petit peu de quoi on va parler, ça va être cette partie-là. Donc là, on a nos différents faisceaux du quadriceps qui viennent se terminer sur le genou. Et c'est notamment ici ce vaste médial droit, enfin là, c'est parce que c'est le genou droit, mais c'est le vaste médial, donc la partie interne du quadriceps, qui va subir cette inhibition et qu'on va avoir du mal à recruter. Donc, si on s'intéresse à l'AMI, la première chose qu'on va pouvoir parler, c'est notamment de la classification. Donc, il y a une classification qui a été faite. Julien, je vais te laisser un petit peu en parler. Ouais, alors ce qui est bien, c'est que c'est une des premières classifications, on n'avait pas tellement. Je reviens juste sur ce que tu as dit, je trouve que des fois, c'est pas que le quadriceps, des fois, tu peux aussi avoir vraiment sur les opérations des croisés où ils prélèvent un bout d'ischio. Alors oui, le quadriceps, c'est pas foufou, mais ça arrive aussi souvent que sur des déficits de flexion, rien qu'à la palpation, quand on demande aux patients de plier ou des choses comme ça, que l'ischio aussi ne réponde pas. Je pense qu'on peut aussi avoir une AMI au niveau des ischios. Et déjà, Pour c'est la la... chirurgie, c'est un DIDT ou un DT4, du coup, quand c'est un prélèvement sur un greffon Ouais, sur l'ischio. Ouais. exactement. Et du coup, je trouve que c'est la première limite de ce qu'on va voir dans cette classification, c'est qu'il parle que de l'AMI au niveau du quadri, alors que bah, en France, on fait beaucoup de prélèvements d'ischio et qu'il ne faut pas la négliger. Donc là, on voit que une étude qui a été faite par un des chirurgiens de Lyon qui est quand même assez connu. En gros, post-opération, c'est niveau zéro, on n'a pas de déficit, on contrôle l'extension du genou. Le niveau 1, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les sous-niveaux, mais le niveau 1, c'est que on n'a pas de perte d'extension, mais on a du mal à sentir la contraction ou à la garder, avec une réversibilité ou pas à l'exercice. Niveau 2, c'est on sent qu'il y a un flexum. Donc, comme tu as dit, on a une perte d'amplitude en extension. Les ischios retiennent ou le mollet ou le poplité ou plusieurs de ces muscles ensemble. Et le niveau 3, c'est quand ça devient chronique. Donc, ça a permis quand même de classifier cet ami, hein. Et plus particulièrement, ils ont essayé de faire différents tests pour voir entre différents praticiens, ils jugeaient quel niveau était l'AMI. Donc, est-ce que c'était un 1B, un C, un D, en suivant des patients sur plusieurs semaines. Et ils se sont rendus compte que quasiment tous les praticiens
donner plus ou moins le même niveau à des stades. Par exemple, il y en a un qui va aller donner un B ou plutôt l'autre un A, mais ils étaient relativement d'accord. Donc, il y a quand même une bonne fiabilité sur cette classification et c'est intéressant et c'est quand même assez simple à mettre en place. Ok, donc ça nous permet de classifier la l'AMI et de savoir un petit peu dans quel stade on se situe. On va essayer d'expliquer avec les connaissances que l'on a actuellement d'où elle peut provenir cette AMI. Donc, il faut savoir que ça peut évoluer, hein, puisque c'est quand même, ça reste un phénomène assez complexe et pas forcément encore bien compris, en tout cas pas dans sa totalité. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que au niveau du ligament, donc du ligament croisé antérieur là que j'avais mis tout à l'heure, donc qui est ici là qui traverse le genou. On a énormément de récepteurs qui sont situés à l'intérieur, donc des mécanorécepteurs, donc qui vont être sensibles à la pression, mais également des récepteurs à l'amplitude, au mouvement, à la vitesse. Et donc lorsque le ligament il va être lésé et ensuite qui va être remplacé par un greffon, on va avoir une perte d'informations qui vont retourner au cerveau, et ce qui veut dire que le cerveau va avoir du mal un petit peu à avoir une représentation du genou et de ce qui se passe au sein du genou. C'est comme Et il avait une bonne gueule de bois, on va simplifier. voilà. Ah, mais moi, c'est ce que je dis aux patients. Je dis en gros, que ce soit quand ils ont des problèmes de contrôle, je dis ton cerveau, pour l'instant, il est bourré. L'opération, ça l'a rendu sourd. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver ensemble le meilleur moyen pour que tu deviennes sobre. Ouais, écoute, j'aime bien l'idée. Donc, on va garder cette idée-là. Donc, une fois que donc, ce cerveau qui a pris une grosse cuite, il repère pas très bien le genou. Donc, on va avoir des problèmes à la fois d'afférence. Alors, afférence commence par un A. Donc, ça amène au cerveau. Donc, ces informations qui remontent au cerveau. Et comme du coup, les informations qui remontent au cerveau ne sont pas de qualité, forcément, les informations efférantes, hein, donc efférentes avec un E qui vont vers l'extérieur, donc du cerveau vers la périphérie, vers le genou, elles sont également de mauvaise qualité. Donc on a une perte de contrôle de ce genou. Donc pour un petit peu voir ces changements de proprioception, donc on a des études qui ont été faites dessus et qui ont classifié un petit peu tous les récepteurs qui interviennent au niveau du ligament et les positions dans lesquelles en fait on va vraiment avoir si on garde le thème, cette grosse gueule de bois et où le cerveau va avoir du mal à contrôler le genou, donc notamment à 30 et 60 degrés de flexion. Si on continue en fait au niveau, Ah, c'est tout euh, simplement aussi parce que c'est à ces degrés-là que les ligaments sont le plus relâchés. oui, et où on va avoir en fait cette notion de tension dans le ligament. Donc c'est ce on a déjà discuté, la nécessité d'avoir des contraintes sur le tissu pour que les informations remontent au cerveau. Donc comme le dit Julien, si on n'a pas de sollicitation du ligament, on peut pas avoir d'informations qui remontent. D'où d'ailleurs on en avait parlé, l'importance de retrouver la rotation assez rapidement, rotation tibiale. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. On va pas forcément rentrer dans les détails. L'étude, elle sera fournie forcément avec, avec la vidéo pour ceux qui veulent aller creuser. Mais encore une fois, voilà, ils partent de ce fameux ligament avec les récepteurs, donc là les mécanorécepteurs et les différentes fibres afférentes qui les concernent. On a aussi les fibres du coup liées à la douleur parce que l'AMI, peut être causée par différentes choses. On la retrouve très fréquemment après l'opération parce qu'il y a eu lésion, remplacement du ligament, etc. Mais la douleur va également limiter le recrutement du quadriceps et donc peut également favoriser l'AMI, donc l'inhibition du quadriceps. Et donc, comme au niveau de ces afférences, on va avoir un dérèglement, on va avoir des dérèglements qui vont apparaître ici au niveau du réflexe moteur, donc au niveau de la moelle épinière. Et donc, comme le disait tout à l'heure Julien, c'est bien sollicité ici, donc on a un problème au niveau du quadriceps et des ischios. Et on va même avoir des AMI qui peuvent se répercuter un peu plus bas, donc au niveau, tout à l'heure je le disais, au niveau du mollet. Donc souvent, il faut bien checker aussi, généralement, enfin moi par expérience, c'est surtout le gastromédial au niveau du mollet, donc à surveiller. Et donc on va avoir ici donc une excitabilité au niveau du cortex moteur qui va être diminuée. Et cette excitabilité, donc ça c'est l'intégration des informations au niveau du cerveau, va venir entraîner des conséquences au niveau périphérique. Donc c'est avec une diminution de l'activation musculaire, de la force et de ce que le genou est capable de produire. Donc là, ensuite, on va avoir tout ce qui va être inflammatoire et modification au niveau
biologie au niveau du genou. Donc ça, c'est une étude vraiment pour ceux qui veulent essayer de comprendre comment la lésion au niveau du ligament influence la représentation au niveau du cerveau du genou. C'est vraiment une étude très complète. Donc, ce qu'on sait en gros sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que le vaste médial ne répond plus, parfois les ischios ne répondent plus. Et donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment on arrive à lutter contre cette AMI. Après, Donc, de base, c'est un petit peu, je pense, dans les préférences motrices, on va dire, avant les opérations, même sur les contrôles, sur les jambes non lésées, les gens, ils ont relativement du mal à le contrôler au début. Ils ont besoin de quelques temps, donc c'est pas quelque chose qui est ancré en nous chez la plupart des gens. Et après, c'est accentué en plus par l'opération. d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais quand on parlait du cas de Carrie et de son croisé, de l'importance de la phase préopératoire. Ouais, Parce c'est que vraiment des fondations, quoi. Ouais, parce que quand il y a un gros travail préopératoire avec un renforcement, etc., généralement, alors là, encore une fois, il y a pas, là-dessus, il n'y a pas d'étude, mais on en parlait, c'est par expérience, de manière empirique, il y a moins d'AMI derrière sur le quadri. Donc ça, c'est une étude qui a été faite, qui est hyper complète là-dessus. Vraiment, ça, je pense que, voilà, c'est une étude qui peut servir presque de rééducation. Donc sur Instagram, ça pourrait se vendre très cher, ça, comme une formation, mais en gros, c'est gratuit. Donc là, c'est l'inactivation par différents groupes musculaires suite à l'opération. Donc on le voit, forcément, il y a beaucoup sur les extenseurs du genou. Donc le quadriceps, c'est le muscle qui va être le plus inhibé après une opération. Mais c'est pas les seuls, hein. On va retrouver également, donc là, c'est les fléchisseurs plantaires, donc ça peut retrouver au niveau du mollet. Ça existe également au niveau du coude, sur le biceps, par exemple, qui peut être aussi inhibé. Bon, beaucoup moins sur tout ce qui va être Releveur de pied. releveur de pied. Ensuite, on continue. Donc, bon, là, ils expliquent un petit peu à quel moment on travaille le quadriceps, etc. Vous avez les images qui peuvent servir. Et là, c'est là où je disais que c'était vraiment intéressant, puisqu'on a toute la progression post-opération qui peut être suivie, avec notamment un accent qui est mis sur les différentes techniques à utiliser pour lutter contre l'AMI. Donc, on va essayer un petit peu de revenir sur toutes ces techniques. Donc, on voit qu'il y a Ouais. pas mal de BFR. On va avoir l'isométrie qui va être intéressante. Donc là, c'est Je ce trouve qu'ils que disent, hein. je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cet épisode. Maintenant, il y a énormément de matériel ou de techniques ou de machines proposées pour lutter contre ça. Et au final, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression qu'on avance hyper vite. On n'a pas un gros game changer. Des fois, ouais, on vous propose des machines ou des thérapies qui sont quand même assez onéreuses. Et en dehors des conflits d'intérêts dans les études, on ne trouve pas grand-chose sur leur efficacité. Donc là, le plus simple, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui coûtent même pas 1 euro, qui sont quasiment aussi efficaces que des machines à 5 10 000 euros. Donc j'ai envie Non, de mais vous ça, dire, ouais. on va essayer d'être le plus concis possible, mais il y a quand même une grosse, grosse différence au niveau du prix et pas tellement au niveau du résultat, ou du moins c'est variable selon les gens. Ouais, ça, c'est important aussi à prendre en compte. Oui. C'est que la variabilité entre les patients, on en a certains qui vont répondre plus ou moins bien à certaines techniques. Moi, j'en ai répertorié en tout. Je pense qu'on va faire le tour. Il y en a environ 6 7. Donc là, il parle déjà de l'isométrie. Donc, Alsace 67. c'est une dédicace à l'Alsace. Donc, on a l'isométrie sous-maximale, on a l'utilisation du BFR, on a l'utilisation aussi du dry needling, on a l'utilisation de la neuromodulation, on a l'utilisation de l'excentrique. On va également avoir des positionnements, des setups, des manières de positionner le genou et la hanche dans certaines positions qui pourraient favoriser le recrutement du vaste médial. Et on a également des techniques. Alors là, on va commencer par celle-là. C'est Julien, je vais te laisser débuter avec celle-ci. C'était l'utilisation des ondes, hein. Ouais, mais alors ça, c'est quand on avait échangé en recheckant, le niveau 4 c'est le niveau le plus faible de fiabilité de l'étude. Donc là, on voit qu'il y a une étude, c'est les mêmes qui ont fait la classification, qui ont montré, soi-disant, donc ça s'appelle la méthode Alian par des ondes courtes, qu'il y avait une amélioration à peu près de 45% avant-après de la force isométrique. Donc, c'est-à-dire, vous poussez contre une sangle comme si vous vouliez tendre le genou. Entre avant et après la technique, il y a une force, il y a quasiment la force qui est augmentée de 50%. Deux problèmes sur cette étude, et très souvent les chires en France, parce que je ne sais pas à l'étranger, ils vont choisir la facilité et direct donner ça, parce que de un, on n'a pas assez de travail ensemble, il n'y a pas assez d'échanges. Je trouve qu'il y a vraiment des déficits dans la prise en charge de la rééducation.
ils cherchent la technique opérative la mieux, etc., etc. On va pas se mentir, il y a quand même des gros dépassements. Et en termes de rééducation, je trouve que leurs conseils ou leurs connaissances sont quand même très limitées. Pas pour tous, hein, je les connais pas du tout, mais le moins, du moins ceux avec qui j'ai pu échanger directement ou indirectement. Et du coup, c'est une technique qui permet d'aller assez vite. Il y a un gros lobbying derrière. Et la seule étude qu'on peut trouver, c'est celle-là. Et il y a un gros conflit d'intérêt vu que c'est la marque de la machine qui produit cette technique donc courte. Donc en gros, vous êtes assis, on vous met un casque, ça vous envoie ce qu'on appelle des ondes courtes qui sont censées stimuler le cerveau, et on vous fait visualiser de la jambe saine, le bon mouvement, et après de la jambe qui va moins bien de l'autre. Alors, il y a des gens chez qui ça aide vraiment, j'en ai aussi croisé, hein, mais on ne peut pas dire pourquoi. Il n'y a pas d'études complémentaires, il n'y a pas de méta-analyse, donc de comparaison d'études. Et on n'a que cette étude avec un gros conflit d'intérêts et seulement 30 patients. Donc, par exemple, ça, c'est typiquement le genre de technique qui peut aider dans certains cas, mais on ne pourrait pas vous dire pourquoi. Mais c'est loin d'être la majeure partie des cas. C'est onéreux, c'est à vos frais. Et il y a un gros conflit d'intérêts avec les constructeurs. Voilà. Ça, j'avais pas vu, mais là, dans les études, le mec, il y a marqué FRCS. Je crois que c'est un spécialiste FRC. Non, je pense pas. Ça pour être une idée. Donc ça, c'est, voilà. On voulait commencer un petit peu par celle-là pour illustrer ce que venait de dire Julien, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui ont été mis au goût du jour, plus ou moins fiables et surtout très onéreuses. Voilà. Donc Et avant de se tourner vers ça, en toute honnêteté, j'ai déjà eu des patients où on était en échec thérapeutique. C'est pas, et il n'y en avait pas énormément qui ont, après ça, ont une grosse amélioration, mais je l'ai vu visuellement, c'était quand même surprenant. Mais je pense qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. hmm, Et doit y avoir une variabilité parce que sur tous les gens qui le font, j'en ai eu aussi beaucoup. Après une semaine, on était statu quo et ils avaient perdu 300 balles. Donc, c'est gênant. apprendre avec les pincettes. Du coup, on va partir ensuite sur d'autres méthodes. On a donc là, dans celle-ci, il répertorie un peu toutes les méthodes qu'on a données. Celle que j'aime bien, parce que j'aime bien quand il y a des schémas un peu simples, c'est notamment ici. Euh, donc là, on va pouvoir venir travailler. Donc là, on a en gros tous les stades sur lesquels il faut agir pour lutter contre l'AMI. Donc on l'a vu, il y a forcément un travail à faire au niveau périphérique, donc au niveau du genou. Déjà essayer de limiter la douleur, parce qu'on a vu que la douleur influençait l'AMI. Ensuite, on va avoir un rôle à jouer sur les voies, enfin les réflexes spinaux. Donc ça, c'est notamment sur le réflexe d'inhibition et le réflexe myotatique. Et Entre la moelle évidemment, épinière et le muscle. comment? Ça, en simplifiant, c'est le lien entre, c'est les deux câbles entre le cerveau et le muscle, donc qui passent par la moelle épinière, quoi. C'est avec ça. Exactement. Et évidemment sur la neuroplastie, parce que bah, c'est au niveau du cerveau qu'il y a forcément une dysfonction hein, du cortex, et je pense que c'est là-dessus que doivent jouer les ondes courtes. Après, comment elles influencent cette neuroplasticité, je sais pas, mais c'est sûrement là-dessus que ça doit jouer. Après, c'est comme quand ils mettent des EMG au niveau du cerveau. Enfin, c'est pas des EMG, mais des cas pour voir quelle partie du cerveau s'allume sur différentes choses. On sait que la musique stimule certaines zones du cerveau. Donc les ondes courtes, ça doit stimuler l'aire préactivation motrice. Mm. Il me semble que c'est leur théorie. C'est pas déconnant, mais après, je pense que c'est trop. On n'a pas assez d'éléments et on n'a pas assez approfondi pour comprendre avec qui et quand ça agit vraiment. Alors, pour commencer, donc dans les exercices, on va venir voir donc l'isométrie, l'excentrique, et je pense qu'on va également parler un petit peu de l'utilisation du métronome. On va parler un petit peu de ces trois techniques-là. Ensuite, on va pouvoir aller sur tout ce qui est aide extérieure. Donc, on parlera du BFR parce que je pense que le BFR, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir son utilité. Et on parlera bah, de l'utilisation des techniques avec aiguille, donc neuromodulation et dry needling, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, si on part sur l'isométrie, l'intérêt de l'isométrie, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça permet de travailler sur un angle fixe qui peut être du coup choisi et on peut choisir un angle non douloureux. Donc ça, c'est la première chose, ça permet de limiter la douleur au niveau du genou. La deuxième chose, c'est qu'avec l'isométrie, on va pouvoir réguler l'intensité de la contraction. Donc en fonction, encore une fois, de la douleur et de la capacité du patient, on va pouvoir lui demander de forcer à plus ou moins grande intensité. La dernière chose, c'est qu'on va pouvoir également moduler la durée de la contraction, donc faire des contractions de courte durée ou de longue durée.
Pour le coup, moi, ce qui me semble le plus pertinent, c'est d'être dans une intensité qui est modérée, en tout cas infradouloureuse, puisqu'on a vu que la douleur favorisait la l'AMI, donc on veut pas de douleur. Donc un angle et une intensité non douloureuse pendant une durée suffisamment longue. Donc quand je dis longue, c'est au minimum 45 secondes et ça peut aller jusqu'à 2 minutes au moins de contraction pour que justement on ait comment dire, une représentation au niveau du cerveau qui puisse s'améliorer. Et donc, à force de maintenir la contraction, on va avoir des connexions qui vont se faire entre le cerveau et le genou. Et du coup, on va pouvoir améliorer cette connexion-là. Et là, pareil, les game changers là, sur les exercices qu'on a évoqués, c'est de nouveau du matériel qui est quand même moins onéreux. Donc, on a les EMG de surface et des petits patchs qu'on met sur le muscle. On a un retour visuel sur le portable, on essaie de faire monter la courbe, plus on contracte fort. On sait qu'il n'y a pas une fiabilité non plus énorme là-dessus, mais c'est une aide, on va dire, abordable. C'est pas fiable à 100% parce qu'on sait qu'on peut gruger par de la co-contraction, des choses comme ça aussi. Donc, c'est-à-dire, on contracte tous les muscles ensemble pour augmenter le taux que l'EMG décèle. On peut avoir le tempo, comme tu as dit. On peut avoir tout ce qui va être Tense. visuel avec une aide de laser aussi. Donc, par exemple, il y a un laser autour de la cuisse et en contractant, on veut faire monter le laser au niveau des orteils ou des choses comme ça pour bien verrouiller le genou. Donc, on peut avoir de l'auditif, du visuel pour aider en feedback. Le tense, comme tu as dit, qui va aider aussi pendant la contraction. Ça, on sait que ça marche vraiment plutôt bien. Pas ne rien faire, mais contracter en même temps que le courant est envoyé par le tense. Donc, ça, c'est des choses moins onéreuses et qui ont quand même une efficacité plus sûre et plus grosse. Après l'isométrie, on a vu l'excentrique. Alors l'excentrique, c'est quelque chose qui doit venir après, en fait, à mon avis, parce que l'excentrique au niveau du cortex, c'est déjà des tâches plus complexes à maîtriser. C'est-à-dire que réussir à produire une force tout en subissant le mouvement. Alors, si le patient c'est un athlète et qu'il est habitué à ce genre d'effort, il va plus ou moins y arriver rapidement. Si le patient c'est une personne qui a jamais fait de sport, la contraction excentrique, je pense que tous ceux qui ont déjà essayé de faire de l'excentrique à quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est forcément évident au premier abord. Donc ça doit venir peut-être un petit peu après, mais l'excentrique, encore une fois, hein, l'excentrique lent sur une longue durée, ça a montré quand même d'efficacité. Le truc qui marche bien aussi, je trouve, c'est l'utilisation du métronome. Donc ça, c'est un feedback que tu as évoqué. Donc c'est le fait de pouvoir donner un tempo avec le métronome. Encore une fois, l'avantage, c'est que pendant une flexion, une extension du genou, où on va demander donc au patient de se concentrer sur le recrutement du vaste médial et du quadriceps. On va pouvoir donner un tempo à suivre, donc avec les bip bip du métronome, et ça va venir jouer sur la neuroplasticité au niveau du cerveau. C'est un truc qui a été démontré donc sur l'AMI. Ça marche également très bien sur les tendinopathies, puisqu'on a vu qu'on a également un problème au niveau de la représentation au niveau du cerveau. Donc, l'utilisation du métronome. Moi, je trouve que c'est quelque chose, encore une fois, qui coûte rien, puisqu'il y a des applications gratuites sur le téléphone. Et c'est quelque chose qui peut changer la donne et aider le patient à se concentrer et à recruter son quadriceps. Donc là, au niveau de l'isométrie, et l'excentrique, le truc, ah oui, important à rajouter, c'est que, alors ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois fortement. Quand on regarde au niveau anatomique, le vaste médial, bon, on se concentre beaucoup là-dessus, même si on a vu il y avait pas que lui, mais quand on regarde l'orientation du vaste médial par rapport au genou, on peut quand même supposer que en plaçant le genou dans une certaine position, on va favoriser son recrutement. Alors, ça ne veut pas dire que tous les autres chefs du quadriceps ne vont pas travailler. Ça veut simplement dire que on va essayer de favoriser le recrutement de ce muscle-là. Donc, globalement, le vaste médial, on sait qu'il participe à la rotation. Donc, en plaçant, par exemple, en chaîne fermée, la hanche en rotation externe et en venant pousser dans quelque chose avec la cheville, donc pour faire l'extension de genou, en isométrie par exemple, on a plus de chances de recruter le vaste médial. Donc après, c'est chacun à choisir ou pas, mais moi je trouve que j'ai souvent eu des bons résultats donc sur ce setup en favorisant du coup le recrutement du vaste médial. Tu travailles là-dessus toi ou pas? J'entends ce que tu dis. Moi, je trouve que ça marche vraiment chez les gens qui ont un bon contrôle moteur, donc des bons athlètes. Ça veut pas dire qu'ils jouent à haut niveau, mais des bons athlètes, tu vois. Comme tu l'as dit, il y a déjà la douleur. Ils ont déjà du mal, comme je l'évoquais avant, à sentir ce muscle qui peut se contracter ou à dissocier du côté qui va bien, tu vois. Je trouve que ça peut être un super outil vraiment chez les athlètes et on arrive vraiment à gagner plus vite et avoir des plus hauts pics. Je suis pas sûr qu'avec Philippe Muller qui revient du ski, qui s'est fait les croisés, qui va de temps en temps au ski, qui fait un peu de vélo,
je pense que on va plus perdre de temps qu'autre chose sur lui, mais sur des athlètes, moi, je pense que à l'inverse, ça va être vraiment, vraiment très, très utile. Ok. La technique qui suit et qu'on utilise aussi tous les deux, c'est l'utilisation du BFR. Ouais. Bah tu penses, toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses que le BFR, ça joue sur la... Alors, Parce que le bah moi, tu BFR, sais, ça marche quand même sur, en gros, de ce qu'on lit, ça marche sur beaucoup de choses. oui. Euh, En fait, pour moi, le principal intérêt du BFR, c'est que ça va permettre de générer une certaine stimulation au niveau du muscle sans utiliser de grosses charges et de grosses tensions. Parce qu'on a cette occlusion au niveau vasculaire qui va favoriser du coup l'accumulation des déchets pendant la contraction. Alors pour ceux qui connaissent pas le BFR en gros c'est l'utilisation, comment réduire ça de manière schématique, d'une sangle qu'on va venir mettre au niveau de la cuisse. on vient faire un Et garrot. On fait un garrot. voilà, on fait un garrot au-dessus du genou. Donc on limite l'afflux sanguin au niveau du genou. Derrière, on demande à la personne de contracter son genou. Donc par exemple, il fait des squats, il fait des leg extensions. Enfin, il va faire des mouvements qui vont venir solliciter les quadriceps. On va avoir du coup une hypoxie puisqu'on a moins d'afflux sanguin. Donc on va avoir une accumulation de déchets au niveau du genou. Et ça va ensuite enfin, forcer le système, l'organisme, à devoir s'adapter pour évacuer ces déchets. Et ça favorise notamment l'hypertrophie. L'avantage, c'est que on va avoir cette sensation de brûlure. Donc ça, c'est lié à l'accumulation de déchets. Donc c'est pour ceux qui ont déjà, à une époque, on disait que c'était l'acide lactique, mais en vrai, maintenant, on sait que ça n'existe pas forcément. Mais on a une accumulation de déchets, du OH+, etc. au niveau du muscle. Et cette sensation de brûlure peut aider à la représentation, encore une fois, au niveau du cerveau du vaste médial. La deuxième chose, c'est que du coup, ça marche très bien avec des charges plus légères. Donc, en utilisant des charges plus légères, on met moins de tension. Si on met moins de tension, on peut commencer plus tôt. Et surtout, on limite les douleurs au niveau du genou. Donc, encore une fois, limiter les douleurs du genou, c'est un truc qu'on va chercher à faire quand on lutte contre l'AMI. Est-ce que moi, il y a de temps en temps, si on prend ce qu'on a pu voir dans différentes formations, euh, pro FTS ou sur shoulder, des choses comme ça, des fois chez certaines personnes, le fait de, sur une zone un peu inhibée, d'aller la stimuler mécaniquement au niveau de la sensibilité. Donc, par exemple, tu vas dans ton vaste médial, tu cherches un trigger ou tu cherches vraiment au niveau mécanique à créer de la pression. Des fois, ça aide à mieux contracter derrière. Est-ce que ce serait pas la même chose avec le BFR en fait? Parce que tu crées quand même un petit peu de douleur dans la zone. Mhm. Si on met le BFR un peu plus bas pour vraiment être plus sur sur la partie basse du quadri, tu vois, est-ce que c'est pas ça aussi qui marche? Là, je pense pas qu'on ait de réponse, J'ai bonne pas. réponse, mais pourquoi? Moi, je pense que ça a aussi son rôle, en plus de tout ce que tu as dit là-dessus. Non, mais clairement, enfin, si tu veux, c'est ce que tu viens de, voilà, c'est un petit peu cette sensation aussi de brûlure. Tu sais, quand tu utilises le BFR, que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je pense que ça peut aider à la représentation parce qu'encore une fois, en fait, l'AMI, elle est essentiellement due au fait, on revient à ton histoire de gueule de bois, c'est-à-dire qu'en gros, le cerveau a une vision complètement brouillée de ce qui se passe dans le genou. Et l'idée, c'est d'allumer un peu des signaux, d'allumer un peu la lumière dans le genou. Et la douleur, alors la douleur maîtrisée, hein, relativement faible, en tout cas la sensation désagréable, peut être une façon d'allumer cette lumière dans le genou, quoi, je pense. Donc moi j'y vois cet intérêt. Et l'autre intérêt évidemment c'est l'utilisation de charges plus légères. Donc il y a plein de protocoles hein, sur le BFR qui existent, qui sont répertoriés dans la littérature pour lutter contre l'AMI et c'est vraiment une des techniques qui est très recommandée. Pour rester dans le même sujet là sur la stimulation mécanique, on va avoir, tu as parlé des points trigger, on va avoir l'utilisation du dry needling. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une méthode de traitement à laquelle il faut être formé. Donc c'est l'utilisation d'aiguilles d'acupuncture qui vont venir dans le point trigger pour stimuler directement le muscle. Il y a des études qui ont montré que l'apparition de points trigger dans le vaste médial pourrait être liée à la présence de l'AMI. Donc venir travailler sur les points trigger, c'est pas complètement ça fait pas, ça fait sens, quoi. C'est quelque chose qui peut être justifié. L'utilisation du dry needling, l'avantage, c'est que ça va pouvoir également avoir cette petite sensation désagréable qui peut aider à la schématisation du quadriceps au niveau du cerveau. Donc moi, c'est quelque chose que... Après, faut réussir à piquer au bon endroit et piquer correctement. Mais bon, ça, c'est une question de pratique et d'expertise dans la méthode. Mais je pense que réellement, ça peut avoir son rôle à jouer. Je sais pas si tu as Et déjà après, utilisé. ouais, tout à fait. Bah, après, dans tout ce qu'on a dit en termes d'exo et tout, ça va être aussi la fréquence, hein. C'est le dernier paramètre sur lequel on peut jouer. Le dry needling
ou le BFR, ça va être un petit déclencheur, mais tout ce qui va être sur l'isométrie, les contractions répétées, ce qu'on connaît, tout ça, ce qui va compter, c'est la fréquence, hein. Plus on va mettre de la fréquence, plus le cerveau va être stimulé, le tissu également, et on va réussir à casser cette boucle, hein. Parce que si on le fait les 3 séances de kiné, une demi-heure que les patients ils ont en général dans la semaine, pas se croiser, ça suffit pas, hein. Si on n'a pas un minimum d'investissement et de répétition dans la journée, on va perdre vraiment quelques semaines, alors que c'est quelque chose qu'on peut quand même assez vite lever, hein. Ouais, l'AMI, ouais, franchement, alors pour le coup, là, c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est que le patient, il faut absolument qu'il ait conscience qu'il y a un travail personnel à fournir derrière et que ces 3 rendez-vous chez le kiné suffiront pas, enfin, en tout cas, vont retarder l'évolution de l'AMI. La fréquence bat globalement n'importe quel autre paramètre. Donc, ça bat le volume, ça bat l'intensité. Le fait d'être capable de le solliciter 2, 3, 4 fois par jour. C'est d'ailleurs moi j'aime bien du coup l'utilisation du GTG là de l'école Strong First pour ça. Donc c'est en gros bah, toutes les heures ou toutes les 2 heures, hop, une sollicitation de pas forcément très longue hein, mais une 2 minutes pour essayer vraiment de faire lever cet AMI. C'est vrai que ça c'est un critère très important qu'il faut garder en tête. Et le dernier mode d'utilisation du coup bah, ça suit un petit peu le dry landing mais c'est l'utilisation de la neuromodulation. Ah, c'est un concept qui est pas forcément très répandu parce que c'est pas forcément très facile à utiliser à l'heure actuelle. Si on veut le faire, en gros, la neuromodulation, si on veut vraiment la faire bien, il faudrait aller stimuler un petit peu au niveau nerveux. Ouais. Donc, ça nécessite d'avoir la capacité d'avoir un échographe de qualité qui permet de savoir où on pique et ensuite d'utiliser le courant électrique pour stimuler le muscle. Moi, je pense que si on arrive à rendre cette technique utilisable en pratique, donc ça veut dire sans Ouais. avoir à débourser 70 000 € dans un échographe. Ouais, mais ça va défoncer, ça va tout défoncer parce que en gros, la structure qui merde, en cause, c'est pas le muscle, c'est vraiment le tissu nerveux. Enfin, le chef, c'est le nerf. Donc, du moment où on va stimuler le nerf, je pense que ça va être au-dessus de tout en termes de gain, quoi, et de rapidité. Oui, mais sauf qu'il faut le rendre utilisable, quoi. Ouais. Et il n'y a pas énormément de kinés qui peuvent se permettre d'acheter un échographe suffisamment précis pour permettre la technique. Donc ça, c'est à voir. Mais c'est vrai que si on parle un petit peu de techniques qui devraient apparaître, enfin c'est déjà apparu, mais qui devraient peut-être être de plus en plus Se populaires dans le standardiser. futur, ouais, Ouais. c'est peut-être l'utilisation de la neuromodulation, l'utilisation voilà, de ce courant électrique directement au niveau du nerf fémoral pour venir essayer de solliciter ce quadriceps-là. Après, on en revient toujours à la même chose, hein. C'est comme même Aliane, il dit ça, la technique dont on a parlé avant des ondes courtes, hein. Si on fait juste ça et derrière, vous êtes 8 heures dans la journée assis sur la chaise, le quadri va pas se réveiller. C'est pour débloquer, mais il faut toujours cette fréquence, cette régularité au début. Et c'est pour ça qu'on avait dit dans l'épisode de Kairi qu'une opération, c'est costaud, ça demande quand même des efforts du patient, et il y a certaines personnes qui en ont pas conscience, et c'est pour ça que derrière, il y a aussi une partie des rééducations qui se complique à cause de ça. Bah oui, parce que en fait, moi j'aime bien résumer la santé du genou, elle tient quand même beaucoup à la force du quadriceps. Globalement, c'est assez simple. Si tu veux un genou en bonne santé, il faut un gros quadriceps. Si à la suite de ton croisé, tu réussis pas forcément ta rééducation, tu gardes ton AMI, tu récupères pas ton volume musculaire ni ta force dans ton quadriceps, globalement, tu peux être sûr que tu vas avoir d'autres pathologies qui vont apparaître, syndrome fémoro-patellaire, des tendinopathies, il y a forcément d'autres pathologies qui vont arriver derrière, des complications qui vont créer de la douleur, qui vont renforcer l'AMI qui va du coup renforcer le fait que ton quadriceps soit bah, pas très bon, et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux qui est ensuite très difficile à sortir. Une fois que la douleur est installée et que l'AMI est installée, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'en sortir. Donc c'est pour ça que c'est une des priorités, c'est-à-dire qu'il y a le retrouver l'amplitude, faire sauter la l'AMI, c'est vraiment dans un croisé les deux, enfin à mon sens, les deux priorités dans la rééducation Et qu'il faut avoir en tête. je sais pas toi, mais c'est c'est pas très fiable ce que je veux dire, mais beaucoup de croisés avec qui tu as bossé en pré-op avant, j'ai très peu d'amis, donc d'AMI derrière. Alors, ça fait plus de 9 ans, moi je suis kiné. J'ai pas fait ça tout de suite, mais j'ai très très peu d'amis derrière avec les pré-op avec qui tu bosses. Donc tu stimules suffisamment, tu construis les premières pierres, tu expliques bien aux patients ce qui va se passer derrière, tu peux déjà un petit peu stimuler le système nerveux. T'as pas besoin de 15 000 € derrière, hein. Non mais Non, mais c'est vrai, mais ça, on en avait pas dans l'épisode, c'est que cette période.
préopératoire, elle est vraiment fondamentale, elle peut être vraiment un game changer, ça peut être vraiment quelque chose d'hyper important, il faut pas la mettre de côté. D'ailleurs, Kyrie, il s'est pas fait opérer tout de suite, hein. Ouais, Donc, 15 jours. il a mis 15 jours. Donc, on peut supposer que pendant ces 15 jours, il a travaillé. Je doute qu'il l'ait laissé complètement au repos. Donc, c'est vraiment une période. Voilà, si on fait le choix, encore une fois, dans l'épisode, on en avait parlé, hein, l'opération, c'est pas une obligation, même si c'est le choix le plus fréquent. Je pense qu'il y a des critères à prendre en compte et que parfois on se jette un peu trop vite sur l'opération. Mais si l'opération est décidée, euh, prendre 15 jours avant l'opération pour venir travailler sur le quadriceps et limiter les conséquences derrière, c'est vraiment c'est pas du temps perdu, c'est vraiment un bon choix. Yes. Donc, du coup, si on doit un petit peu faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur l'AMI pour conclure, on a donc à la suite de l'opération du croisé une atteinte donc de ce ligament qui va être remplacé par un greffon. Suite à ce remplacement, on va avoir une perte des informations afférentes, donc celles qui viennent de la périphérie du genou vers le cerveau, ce qui va venir un petit peu dérégler la vision qu'a le cerveau du genou. Donc c'est là où on a utilisé l'image de la gueule de bois. En gros, le cerveau a une image très brouillée du genou. Ce qui fait qu'ensuite, ben, les actions qu'il va entreprendre sur le genou vont forcément être de mauvaise qualité. L'objectif, c'est donc, dans un premier temps, d'améliorer les informations qui peuvent remonter au cerveau. Donc ça va se passer par des contractions de longue durée, à une intensité qui génère pas trop de douleur, puisque la douleur renforce l'AMI. Donc c'est là où on avait parlé d'isométrie longue, de l'excentrique long également, lent. On va également avoir l'utilisation de différents setups. Alors là, on a fait quand même une petite aparté sur le fait que ça marchait plutôt sur les personnes entraînées qui avaient une bonne représentation de leur corps, un bon schéma moteur, etc. Un peu moins chez les patients moins habitués. On va avoir l'utilisation du BFR. Le BFR, donc, qui va permettre une occlusion au niveau vasculaire, qui va favoriser l'hypoxie et qui peut permettre de renforcer ce quadriceps avec une charge moins élevée, donc mettre moins de tension, peut-être entraîner moins de douleur. Et ensuite, on a également parlé des techniques annexe avec l'utilisation d'aiguilles, donc le dry needling, et possiblement dans le futur un truc plus pratique, enfin si ça devient plus praticable, c'est la neuromodulation. Et évidemment, on a également parlé du fait que il faut faire attention aux techniques novatrices. Donc là, on a parlé notamment des ondes courtes, qui pour l'instant sont juste onéreuses et qui n'ont pas montré un gage d'efficacité qui soit exempt de tout reproche, quoi. Pas mieux. L'ami n'est pas votre ami. Bossez quoi. On va finir sur cette blague. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Blabla Basket. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez trouvé des informations. On vous fournit également donc la fiche récapitulative avec les études qu'on a pu citer. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous poser des questions si vous en avez.